Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Emma Larson vivait le pire jour de sa vie professionnelle lorsqu'elle reçut l'appel téléphonique qui allait tout changer. Mademoiselle Larson, la voix était nette, professionnelle, avec une touche de sophistication bostonienne, ici Abigail Foster, assistante personnelle de Monsieur Julian Foster. Je vous appelle pour confirmer votre présence au gala de charité de ce soir. Emma s'arrêta net au milieu de la foule sur le trottoir animé de la 5e avenue, manquant de faire tomber la pile de lettres de refus qu'elle portait, ainsi que son 3e café de la journée. Je suis désolé, je pense qu'il y a une erreur. Oh, merveilleux, je suis tellement contente de vous avoir jointe. Monsieur Foster est très impatient de vous rencontrer. Votre table est réservée pour 20 heures, et comme nous en avons discuté, vous serez assise à ses côtés en tant que son invité spécial pour la soirée. Les médias seront présents. Attendez, les médias ? Emma cria presque, ce qui fit qu'un homme d'affaires en costume coûteux s'écarta largement d'elle. Je pense que vous avez contacté la mauvaise personne. Je suis Emma Larson, journaliste indépendante, actuellement sans emploi, et je n'ai aucune idée de qui vous pensez que je suis. Parfait. Tout correspond parfaitement. Emma Larson, 28 ans, diplômée en journalisme de Columbia, parlant 3 langues couramment. Toutes les informations sont correctes. Emma s'arrêta complètement de marcher. Comment cette femme connaissait-elle ces détails à son sujet ? Foster vous offrira une compensation de 50 000 $ pour votre apparition ce soir, poursuivit Abigail avec désinvolture, comme si elle parlait de la météo. La moitié sera versée maintenant, l'autre moitié après l'événement. Oh, et nous avons envoyé une robe appropriée à votre appartement. Elle devrait arriver dans l'heure. 50 000 $. Emma consulta l'application bancaire de son téléphone, 247,83 $. 2 mois de retard sur le loyer, un réfrigérateur vide, des paiements de prêts étudiants en retard. Que devrais-je faire exactement ? Simplement être sa cavalière pour la soirée. Sourire. Être charmante. Je suis sûr que cela viendra naturellement. Monsieur Foster a besoin d'une petite amie convaincante pour quelques heures. Des raisons professionnelles, vous comprenez ? Emma ne comprenait pas, mais 50 000 $ parlaient plus fort que sa confusion. Et si j'accepte, cela signifie que vous recevrez 25 000 $ immédiatement. Je peux effectuer le virement pendant que nous parlons. Le téléphone d'Emma vibra. Notification bancaire. Dépôt reçu, 25 000 $. Elle fixa l'écran, cligna des yeux plusieurs fois, regarda à nouveau. Le montant était toujours là. Alors, dit Abigail avec aisance, disons 20 heures ? 4 heures plus tard, Emma se tenait devant le miroir de sa salle de bain, portant une robe qui coûtait plus cher que son loyer mensuel. Elle était bleu nuit, élégante mais pas ostentatoire, et épousait ses courbes comme si elle avait été faite sur mesure, ce qu'elle soupçonnait être le cas. La sonnette retentit. Emma ouvrit la porte et trouva un chauffeur en uniforme. « Mademoiselle Larson, je suis ici pour vous escorter au plaza. » La voiture, une Mercedes noire rutilante, donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Emma s'installa sur les sièges en cuir, essayant de ne pas sembler trop impressionnée, et vérifia à nouveau son téléphone. 25 000 $, de l'argent réel, sur son compte réel. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel Plaza, Emma comprit pourquoi ils avaient besoin d'une fausse petite amie. La salle de bal était remplie d'au moins 300 personnes élégamment vêtues, dont la moitié était clairement l'élite new-yorkaise. L'autre moitié semblait composée de dignitaires internationaux. Les flashs des appareils photo éclataient constamment dans la pièce. Là, Abigail apparut à ses côtés comme si elle s'était matérialisée de nulle part. C'était une femme dans la quarantaine, impeccablement habillée, qui observa Emma avec une approbation professionnelle. « Vous êtes parfaite. Je ne sais toujours rien de lui. Et si je n'y arrivais pas, vous vous en sortirez très bien. » Le sourire d'Abigail était confiant. « Vous sortez avec Julian depuis 2 mois. Vous vous êtes rencontrés lors d'un lancement de livre à Soho. Vous êtes passionné par le journalisme d'investigation et la justice sociale. Il sait que vous parlez espagnol et français, alors n'hésitez pas à impressionner. Oh, et appelez-vous chérie ou mon cœur, mais n'en faites pas trop. Attendez, je n'ai même pas vu à quoi il ressemble. Et si je ne le reconnaissais pas ? Vous le reconnaîtrez. » Abigail hocha la tête vers le centre de la pièce. « Faites-moi confiance. » Emma suivit son regard et comprit immédiatement ce qu'Abigail voulait dire. Julian Foster était grand, facilement 1,88 m, avec des cheveux noirs qu'il semblait avoir ébouriffés avec ses doigts, des épaules larges qui remplissaient parfaitement son smoking, et un sourire facile qui semblait sincère même dans cet environnement manifestement artificiel. Mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention, verts profonds, intelligents, et lorsqu'ils croisèrent les siens à travers la foule,
il y avait quelque chose qui lui fit oublier de respirer pendant un instant. « Allez-y », Abigail lui donna une légère poussée, « il vous attend ». Emma se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. À quelques pas, Julien se tourna complètement vers elle, et ce sourire devint encore plus dévastateur. « Emma », sa voix était profonde, chaleureuse, avec une légère pointe d'accent californien qui faisait sonner son nom comme une mélodie, « vous êtes absolument éblouissante ». Pendant une seconde, elle oublia que tout cela était faux. La façon dont il l'avait dit, la manière dont ses yeux s'étaient illuminés en la voyant, tout semblait totalement réel. « Merci, chérie ». Le terme affectueux sortit plus naturellement qu'elle ne s'y attendait. Julien lui offrit son bras, et lorsqu'elle le prit, il se pencha pour murmurer à son oreille, « Merci de faire ça. Je sais que ça doit sembler complètement insensé. » Un peu, chuchota-t-elle en retour, souriant pour les caméras qui s'étaient déjà tournées vers eux, mais l'argent aide à supporter l'insensé. Il rit. Un rire sincère qui fit frémir son estomac. Bon à savoir que vous êtes ici pour des raisons purement mercenaires. Ça simplifie les choses. D'une certaine manière, Emma n'était pas sûre que ce soit vrai. La soirée fut irréelle. Julien était l'escorte parfaite, attentif, drôle, l'incluant dans chaque conversation. Lorsqu'un entrepreneur de la tech de la Silicon Valley se mit à parler en jargon industriel à toute vitesse, Julien dit nonchalamment, « Emma maîtrise mieux le monde de la tech que moi. Elle a écrit un article d'investigation sur la confidentialité des données qui a été repris par le Time. » C'était vrai. C'était l'un de ses derniers articles publiés avant que le travail en freelance ne se tarisse. Mais l'expression de véritable fierté sur le visage de Julien lorsqu'il le dit fit battre son cœur de manière inattendue. « Impressionnant », dit l'entrepreneur, et soudain, Emma se retrouva dans une discussion animée sur la responsabilité des entreprises pendant que Julien l'observait avec ce qui semblait être une réelle admiration. « Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez brillante », dit-il doucement lorsque l'entrepreneur s'éloigna. « Vous n'avez pas demandé », répondit Emma, prenant une gorgée de champagne qui coûtait probablement plus cher que son budget hebdomadaire d'épicerie. « Qu'est-ce qu'Abigail ne vous a pas dit d'autre à mon sujet ? » ?»« Apparemment, tout ce qui est important. » Julien l'étudia avec curiosité, comme le fait que vous allez être impossible à oublier. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de quelque chose qui n'était clairement pas dans leur arrangement. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de conversations, de photographies, et une prise de conscience croissante que Julianne Foster n'était pas ce qu'elle attendait d'un milliardaire qui devait engager une fausse petite amie. Il était vif, avait un sens de l'humour mordant, et traitait tout le monde, du personnel de service aux autres milliardaires, avec le même respect naturel. Plus troublant encore, il semblait véritablement intéressé par ce qu'elle avait à dire, pas seulement un intérêt poli de faux petit ami, mais un véritable engagement avec ses pensées sur le journalisme, la politique, les questions sociales. Lorsqu'il fut temps de partir, Emma réalisa qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. « Merci », dit Julien alors qu'ils atteignaient l'entrée de l'hôtel, « vous avez été parfaite. » Mieux que parfaite. C'était vraiment amusant, Emma hésita, « Julien, puis-je vous demander quelque chose ? Pourquoi aviez-vous besoin d'une fausse petite amie ?» Il la regarda longuement, et quelque chose changea dans son expression. « Ma famille pense que je devrais être marié à mon âge, surtout ma grand-mère, qui contrôle la majorité des parts de notre entreprise. » Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une manière qui n'aurait pas dû être attirante, mais l'était absolument. Ce soir était crucial pour certains partenariats internationaux, et elle a clairement dit que si je me présentais seul encore une fois, il y aurait des conséquences. « Alors, vous avez engagé une petite amie ?» Abigail l'a fait. « Je ne connaissais même pas votre nom jusqu'à cet après-midi. » Il s'arrêta. « D'ailleurs, comment Abigail a-t-elle obtenu vos informations ? » Elle est restée très vague quand je lui ai posé la question. Une étrange sensation remonta le long de la colonne vertébrale d'Emma. « Je ne sais pas. Je pensais que vous le saviez. » Ils se regardèrent, et Emma eut l'impression désagréable qu'il manquait quelque chose d'important à eux deux. « La voiture vous ramènera chez vous, » dit finalement Julien. « Et Emma, si vous le souhaitez, peut-être pourrions-nous dîner à nouveau. Pas de caméra, pas de contrat, juste pour le plaisir. » Le cœur d'Emma fit un bond. « Ça me plairait. » Son sourire était le même que celui qui lui avait fait oublier que c'était une mise en scène. « Alors, c'est un rendez-vous. » 1 heure plus tard, de retour chez elle, Emma vérifia son téléphone et vit que le paiement restant avait été transféré. 50 000 $, assez pour résoudre tous ses problèmes immédiats et bien plus encore. Mais en se préparant à se coucher, Emma réalisa qu'elle ne pensait pas à l'argent. Elle pensait à des yeux verts profonds et à la manière dont Julian avait prononcé son nom. Elle pensait à son rire sincère et à la façon dont il avait traité tout le monde au gala avec un respect naturel. Elle pensait à comment, pendant quelques heures, prétendre être la petite amie de Julianne Foster lui avait semblé être la chose la plus naturelle au monde. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. « J'ai passé une soirée incroyable. Café demain ?
Julian. Emma sourit à son téléphone. Être qu'Abigail Foster avait fait l'erreur parfaite. Mais en s'endormant, une pensée persistante la tourmentait. Comment Abigail avait-elle obtenu ces informations personnelles aussi facilement? Et pourquoi avait-elle choisi Emma spécifiquement parmi toutes les femmes de New York? 3 jours plus tard, Manhattan. Emma flottait encore sur un petit nuage lorsque sa meilleure amie Lila fit irruption dans son appartement sans frapper, portant 2 cafés glacés et arborant son expression caractéristique « Je veux tous les détails ». Bon, raconte tout. Et je veux dire tout. Lila s'effondra sur le canapé qu'Emma pouvait maintenant se permettre de remplacer. Tu disparais pour une soirée, tu reviens avec des vêtements de créateur et cet éclat mystérieux, tu payes 3 mois de loyer en liquide, et tu penses que je ne vais rien remarquer. Emma tenta de paraître innocente. J'ai décroché une mission en freelance. Une mission en freelance qui paye 50 000 $ pour une soirée? Qu'as-tu écrit? La formule secrète de la jeunesse éternelle? Lila haussa un sourcil. Et ne pense pas que je n'ai pas vu que tu as googlé Julianne Foster pendant 2 heures hier. Prise sur le fait. Emma soupira et raconta tout à Lila, l'appel mystérieux, la confusion sur son identité, la mise en scène de la fausse petite amie, et surtout, comment Julian l'avait invitée à sortir pour de vrai. Attends. Lila leva une main. Tu me dis qu'une assistante au hasard t'a appelé par erreur? Tu as accepté d'être une fausse petite amie, et maintenant tu es vraiment en train de tomber amoureuse de ce type? Je ne suis pas en train de tomber amoureuse de lui, protesta faiblement Emma, nous avons juste connecté. Connecté pendant que tu étais littéralement payé pour feindre une connexion. Mais ça ne semblait pas faux. Emma insista, Lila, tu aurais dû voir comment il traitait tout le monde. La façon dont il parlait de son travail, de ses valeurs. Ce n'est pas ce que j'attendais d'un milliardaire playboy. Lila étudia le visage de son ami. Ma chérie, tu réalises que ça ressemble au début de tous les films Hallmark jamais réalisés, non? Et ceux-ci ne se traduisent pas toujours bien dans la vraie vie. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto de Julian, hâte de prendre un café aujourd'hui. J'ai réservé une table dans ce petit endroit à Brooklyn Heights que tu aimes. Emma fronça les sourcils. Je n'ai jamais mentionné un endroit à Brooklyn Heights. Quoi? Lila se pencha pour lire le message. Il dit que j'ai mentionné un café à Brooklyn Heights, mais nous n'avons jamais parlé de lieu spécifique. Une expression étrange traversa le visage de Lila. Qu'a dit exactement cette Abigail à propos de pourquoi ils t'ont choisi? Elle a dit qu'ils avaient mes informations, nom, âge, éducation, langue. Elle semblait tout savoir sur moi. Et tu n'as pas trouvé ça bizarre? J'étais fauché et désespéré. 50 000 $ ne te font pas poser trop de questions. Lila resta silencieuse un moment, puis attrapa l'ordinateur portable d'Emma. Quel est le nom complet de Julian encore? Julian Foster. Pourquoi? Julian Thomas Foster, lut Lila dans un article de Forbes, PDG de Foster Enterprises, l'une des plus grandes firmes de conseil en technologie d'Amérique. MBA de Harvard. Parle 4 langues. Jamais marié. Elle s'arrêta. Regarde ça. Elle tourna l'ordinateur. Il y avait une photo de Julian à une conférence d'affaires. Et à ses côtés, l'air très professionnel, se tenait une femme qu'Emma reconnut. C'est Abigail, mais regarde la légende. Emma lut à voix haute. Julianne Foster avec sa partenaire commerciale et sœur, Abigail Foster. Sa sœur. Lila répéta. Sa sœur a orchestré tout ça. Une prise de conscience froide envahit Emma. Mais pourquoi sa propre sœur? Lila tapait déjà. Laisse-moi chercher Emma Larson, journaliste à Manhattan. Oh mon Dieu. Quoi? Il y a des tonnes d'Emma Larson à New York. Mais regarde ça. Elle cliqua sur un profil LinkedIn. Emma Larson, 28 ans, journaliste, diplômée de Columbia, parle 3 langues. C'était une autre femme. Même âge, même parcours, mais clairement pas Emma. Elle vit à Brooklyn Heights, continua Lila en lisant, près du café que Julian a mentionné. Et regarde sa photo. La femme sur la photo était magnifique, grande, blonde, élégante, tout ce qu'Emma sentait qu'elle n'était pas. C'est elle qu'il voulait engager, dit lentement Emma. C'est le type de Julian. Ça devient encore plus étrange, dit Lila, faisant défiler d'autres résultats de recherche. Cette Emma Larson a récemment été présentée dans la liste des étoiles montantes de moins de 30 ans de Vanity Fair. Elle dirige sa propre entreprise de médias. La voix de Lila s'éteignit. Quoi? Elle sort avec quelqu'un, un entrepreneur de la tech de la Silicon Valley. Lila leva les yeux vers Emma. Je ne pense pas que ce soit juste une erreur au hasard. Le téléphone d'Emma sonna. Le nom de Julian apparut à l'écran. Réponds, chuchota Lila, mais sois prudente. Salut, Julian. Emma, je suis désolé, mais je dois annuler le café. Sa voix semblait étrange, tendue. Quelque chose d'inattendu est survenu. Tout va bien?
Oui. Être qu'on peut reprogrammer. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit chuter l'estomac d'Emma. Julian, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une pause. Puis-je te demander quelque chose? Et s'il te plaît, sois honnête. Bien sûr. Savais-tu qui j'étais avant qu'Abigail ne t'appelle? La question frappa comme un coup de poing. Que veux-tu dire? Je veux dire, savais-tu quelque chose sur mon entreprise, ma famille avant cette soirée? Julian, je n'avais jamais entendu parler de toi avant l'appel d'Abigail. Je le jure. Une autre pause. D'accord. Je t'appellerai plus tard. Il raccrocha, laissant Emma fixer son téléphone. Ça n'avait pas l'air bon, observa Lila. Non, pas du tout. Emma s'effondra sur le canapé. Lila, et si tout cela avait été orchestré, et si quelqu'un voulait que je rencontre Julian spécifiquement? Mais qui et pourquoi? Avant qu'Emma ne puisse répondre, on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva un coursier avec une enveloppe à son nom. À l'intérieur, il y avait une seule photographie et une note écrite d'une élégante écriture. La photo montrait Julien et Emma au gala de charité, riant ensemble. Ils semblaient sincèrement heureux, comme un vrai couple. La note disait « Certaines erreurs sont destinées à arriver. Ne laissez pas l'orgueil gâcher ce qui pourrait être magnifique. Un ami qui croit en la destinée. » D'accord, c'est officiellement creepy, dit Lila, lisant par-dessus l'épaule d'Emma. Le téléphone d'Emma vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel du numéro qu'Abigail avait utilisé. Ne réponds pas, avertit Lila. Mais Emma en avait assez d'être confuse et manipulée. Elle répondit, Abigail? En fait, c'est Julian. Sa voix était tendue. J'ai emprunté le téléphone d'Abigail parce que j'avais des questions pour elle. Des questions sur la manière dont elle t'a trouvé, et elle n'y répond pas très bien. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans son bureau. Quoi? Un dossier à ton nom. Ton vrai dossier, pas celui de l'autre Emma Larson. Des photos de toi, ton adresse, ton historique professionnel, même ton café préféré. Julian s'arrêta. Quelqu'un t'a surveillé, Emma, pendant des semaines. L'appartement sembla soudain très froid. Julian, je n'ai rien à voir avec ça. Je le jure. Je te crois. Mais quelqu'un voulait que nous nous rencontrions, et ils ont déployé des efforts considérables pour que cela arrive. Sa voix s'adoucit légèrement. La question est pourquoi? Emma regarda à nouveau la photographie, eux deux riant, semblant si naturels ensemble. Peut-être, dit-elle lentement, devrions-nous le découvrir ensemble. Que veux-tu dire? Je veux dire, celui qui a fait ça voulait clairement que nous soyons ensemble. Peut-être qu'au lieu de lutter contre ça, nous devrions découvrir qui et pourquoi. C'est soit très courageux, soit très insensé. Probablement les deux. Mais Julian, ce que nous avons eu cette soirée, cette connexion, était-ce réel pour toi? Une longue pause. Oui, c'était réel. Alors peut-être que c'est ce qui compte. Emma, tu réalises que quelqu'un nous a manipulés tous les deux. Ça pourrait être dangereux. Ou ça pourrait être la meilleure erreur qui nous soit jamais arrivée. Une autre pause. Es-tu toujours aussi optimiste face à des situations potentiellement dangereuses? Seulement quand elles impliquent des milliardaires séduisants et des sœurs mystérieuses. Julian rit, ce même rire sincère du gala de charité. D'accord, mais nous faisons ça prudemment. Et ensemble. Emma accepta. Après avoir raccroché, Lila secoua la tête. Tu sais que c'est fou, non? Complètement fou, acquiesça Emma, mais elle souriait. Mais Lila, et si celui qui a fait ça nous avait vraiment rendu service? Et s'ils avaient vu quelque chose que nous ne pouvions pas voir nous-mêmes? Ou s'ils étaient des psychopathes complets essayant de vous manipuler tous les deux pour une raison inconnue? Eh bien, dit Emma, regardant à nouveau la photo d'elle et Julian, je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir. Ce soir-là, le penthouse de Julian, Upper East Side. Le penthouse de Julian surplombait Central Park, et dans des circonstances normales, Emma aurait été sans voix devant la vue. Mais ce soir, elle était plus concentrée sur le mur de photos de famille que Julian lui montrait, essayant de reconstituer le puzzle des motivations d'Abigail. Là, Julian pointa une photo de lui avec une femme élégante plus âgée, c'est ma grand-mère, Evelyn Foster, la matriarche de la famille dont je t'ai parlé. Elle me met la pression pour que je me marie depuis que j'ai 30 ans. Elle a l'air redoutable, observa Emma, étudiant la femme aux cheveux argentés qui dégageait une autorité même sur une photo de famille décontractée. Elle l'est. Elle a construit la branche technologique de notre entreprise de toutes pièces après que mon grand-père se concentrait sur les investissements traditionnels. Julienne passa à une autre photo. Et voici Abigail avec nos parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans et elle 18. Le cœur d'Emma se serra. Julian, je suis vraiment désolé. Ça fait 10 ans, mais ça nous a rendus, Abigail et moi, incroyablement proches. Nous n'avions que l'un l'autre et grand-mère Evelyne. Son expression s'assombrit légèrement, c'est pourquoi ce qu'elle a fait semble une telle trahison.
Emma étudiait les photos lorsqu'un détail attira son attention. Julian, qui est-ce? Elle pointa une jeune femme présente sur plusieurs photos, toujours proche de Julian, mais semblant d'une certaine manière séparée du groupe familial. La mâchoire de Julien se crispa. C'est Lorraine Caldwell, mon ex-fiancée. Ex-fiancée? Emma se tourna pour lui faire face. Tu n'as pas mentionné que tu avais été fiancée. Ça s'est terminé il y a 18 mois. Décision mutuelle, mais sans-on suggérer que ce n'était pas du tout mutuel. Nos familles étaient amies depuis l'enfance. Un arrangement très traditionnel, très pratique pour les affaires. Que s'est-il passé? Julienne marcha vers les grandes fenêtres, regardant les lumières de la ville. J'ai réalisé que je ne voulais pas épouser quelqu'un juste parce que ça faisait sens sur le papier. Je voulais épouser quelqu'un que j'aimais vraiment. Le mot amour resta suspendu entre eux, lourd de sens. Et Lorraine n'était pas ravie. Ni sa famille, ni la mienne, d'ailleurs. Julien se tourna vers Emma. Rompre ses fiançailles a endommagé certaines relations d'affaires importantes. Cela nous a coûté une fusion majeure avec le groupe Caldwell. Emma ressentit un frisson de compréhension. Julien, et si le rôle de marieuse d'Abigail n'était pas seulement lié à la volonté de ta grand-mère de te voir mariée? Et si ta famille voulait que tu épouses quelqu'un qu'il pourrait contrôler, ou quelqu'un qu'il pense meilleur pour l'entreprise que ton côté indépendant? Le téléphone de Julien vibra. Le nom d'Abigail apparut à l'écran. Réponds, dit Emma, mais mets sur haut-parleur. Abigail, dit Julien, sa voix soigneusement neutre. Jules, Dieu merci, j'essayais de te joindre. La voix d'Abigail était enjouée, mais avec une tension sous-jacente. Comment s'est passé le café avec Emma? Julien regarda Emma. Nous avons reprogrammé. Abigail, j'ai besoin de réponses. Sur la manière exacte dont tu as trouvé Emma, ses vraies coordonnées, pas des bêtises de réseau professionnel. Une pause. Jules, chéri, pourquoi toutes ces questions? N'est-ce pas suffisant que ça ait parfaitement fonctionné? Vous étiez absolument magiques ensemble au gala. Abigail, la voix de Julien était plus tranchante maintenant. J'ai trouvé le dossier de surveillance dans ton bureau. Celui avec les photos d'Emma et ses informations personnelles remontant à des semaines. Silence à l'autre bout. Abigail. D'accord, très bien. La voix d'Abigail changea, devenant plus sérieuse. Tu te souviens du café Gramercy? Tu y vas tous les mardis matins pour ta réunion avec les avocats des brevets. Julien fronça les sourcils. Oui, il y a 4 semaines, tu as aidé une jeune femme qui avait fait tomber son sac d'ordinateur sous la pluie. Tu lui as donné ton parapluie et tu l'as aidé à sauver son travail. Le souffle d'Emma se bloqua. Elle se souvenait parfaitement de ce matin-là. Elle se précipitait pour rencontrer un client potentiel, maladroite et stressée, lorsqu'un inconnu aimable avait littéralement sauvé son ordinateur et son projet. C'était toi, dit Julien, fixant Emma. Tu as été si gentil avec moi, murmura Emma, je ne l'ai jamais oublié. Apparemment, Abigail non plus, dit Julien, regardant toujours Emma, mais parlant au téléphone. Tu observais. J'avais un déjeuner d'affaires à la table près de la fenêtre, admit Abigail. Et Jules, la façon dont tu l'as regardé. Je ne t'avais jamais vu regarder quelqu'un comme ça, pas même Lorraine. Alors, tu as décidé de nous manipuler tous les deux. J'ai décidé de donner un coup de pouce au destin. La composure d'Abigail se fissurait. Jules, tu as été malheureux depuis que tu as rompu avec Lorraine. Et cette fille, Emma, elle rayonnait pratiquement quand tu l'as aidée. Je pouvais le voir de l'autre côté du café. Alors, tu l'as fait enquêter. Je l'ai fait rechercher. C'est différent. Pas pour moi. Jules, écoute. Non, toi, écoute. La voix de Julien était glaciale maintenant. Tu as violé notre vie privée à tous les deux. Tu nous as manipulés dans une fausse relation. Et tu l'as fait sans notre consentement. Je l'ai fait parce que je t'aime. Le masque professionnel d'Abigail glissa complètement. Jules, notre famille te pousse à te réconcilier avec Lorraine depuis des mois. Grand-mère Evelyne, le conseil d'administration, même les Caldwell espèrent encore que tu reviendras à la raison. Emma sentit le sang se retirer de son visage. C'était plus qu'une simple pression familiale. Il se moque de ton bonheur, continua Abigail, la voix chargée d'émotion. Il se soucie des cours des actions et des opportunités de fusion. La famille de Lorraine contrôle toujours 15% des actions de Foster Enterprise, et il menace de les vendre à nos concurrents si tu ne... Si je ne quoi? La voix de Julien était mortellement calme. Si tu ne redonnes pas une chance à cette relation. Et tu pensais qu'engager Emma résoudrait ça? Comment, exactement? Je pensais que si tu rencontrais quelqu'un de vrai, quelqu'un qui pourrait t'aimer pour toi et non pour ton portefeuille, tu aurais enfin la force de leur tenir tête à tous. Emma trouva sa voix. Abigail, qu'est-ce qui te fait penser que je suis la bonne personne pour ça? Parce que tu ne savais pas qui il était quand tu l'as rencontré au café, mais tu lui as souri comme s'il avait illuminé toute ta journée. Parce que quand il t'a aidé,
tu l'as regardé comme s'il était un héros, pas un compte bancaire. Et, la voix d'Abigail s'adoucit, parce que j'ai vu mon frère être seul pendant 18 mois, ayant peur de faire confiance à quelqu'un de nouveau parce qu'il pense que tout le monde en veut à son argent. Mais avec toi, même dans des circonstances fictives, il était à nouveau lui-même. Julien fixait Emma, et elle pouvait voir qu'il traitait toutes ces informations. Il y a autre chose que vous devez savoir tous les deux, dit doucement Abigail. Quoi encore demanda Julien, semblant plus résigné qu'en colère. Grand-mère Evelyne veut rencontrer Emma demain. Julien se figea. Quoi? Elle a vu les photos du gala de charité dans la section Société du Times. Elle est intriguée. Abigail, absolument pas. Jules, elle arrive en avion des Hamptons spécifiquement pour la rencontrer. Si tu ne viens pas avec Emma alors je ne viens pas. Grand-mère Evelyne devra être déçue. Elle a dit que si tu te présentes sans ta petite amie, elle supposera que tu n'es sérieux avec personne et elle soutiendra la recommandation du conseil concernant Lorraine. Emma vit Julien blêmir. Quelle recommandation du conseil? La proposition de fusion. La famille de Lorraine propose d'abandonner leur menace de vendre leurs actions si tu acceptes une période de réconciliation de 6 mois, ce qui est juste un code pour remets-toi avec elle ou perds l'entreprise, dit Julien sombrement. À peu près, admit Abigail. Emma observa le visage de Julien alors qu'il réalisait le piège dans lequel il était. Ce n'était pas seulement une question d'attente familiale. C'était une question de l'œuvre de sa vie. Julien, dit doucement Emma, peut être que je devrais la rencontrer. Non, je ne te traînerai pas dans ce désordre. J'y suis déjà. Et d'ailleurs, elle esquissa un petit sourire, je suis curieuse de rencontrer la femme qui a élevé quelqu'un comme toi. Emma, tu ne comprends pas. Ma grand-mère est redoutable. Elle verra à travers toute prétention immédiatement. Alors nous ne prétendons pas. Nous lui disons la vérité, que nous nous sommes rencontrés par hasard, que nous apprenons à nous connaître, et que nous ne faisons aucune promesse concernant l'avenir. Julien la regarda longuement. Tu es sérieuse. Je suis sérieuse. Abigail, dit Julien dans le téléphone, organise la rencontre, mais dans un lieu public, où Emma se sentira à l'aise. En fait, dit Abigail avec hésitation. Elle veut organiser un brunch à la propriété familiale dans les Hamptons. Absolument pas. Ce n'est pas vraiment une requête, Jules. C'est plus une convocation royale. Julien ferma les yeux. D'accord, mais je conduis Emma moi-même, et nous partons quand nous voulons partir. D'accord, 11 heures demain. Après qu'Abigail eut raccroché, Julien et Emma restèrent silencieux un moment. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire ça, dit finalement Julien. Je sais, mais Julien, je veux rencontrer la femme qui t'a façonné, et je veux qu'elle sache que la femme dont tu es en train de tomber amoureux ne va pas disparaître juste parce qu'elle ne vient pas d'une famille riche. Julien la fixa. Tomber amoureux? Emma rougit, mais soutint son regard. N'est-ce pas le cas? Complètement. Mais Emma, si ma grand-mère décide qu'elle ne t'approuve pas alors nous trouverons une solution ensemble. Julien prit sa main. Tu réalises que ma famille est complètement dysfonctionnelle, non? La mienne aussi. Tu ne les as juste pas encore rencontrés. Est-ce une invitation? Peut être si tu survis à demain. Julien rit et l'attira plus près. Tu sais, pour une femme qui a été accidentellement engagée pour être ma fausse petite amie, tu es remarquablement courageuse à l'idée de rencontrer des matriarches familiales terrifiantes. Eh bien, dit Emma, se blottissant dans ses bras, quelqu'un doit t'empêcher de te remettre avec Lorraine Caldwell. Est-ce de la jalousie que je détecte? Peut être un peu. Julien embrassa le sommet de sa tête. Bien. J'aime quand tu es jalouse. Julien. Oui. Demain, quand nous rencontrerons ta grand-mère, et si elle m'apprécie vraiment? Alors, dit Julien, nous aurons un problème encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'elle voudra planifier notre mariage. Et Marie, mais une partie d'elle se demandait si ce serait vraiment un problème après tout. Les Hamptons, New York, domaine familial Foster. Le trajet jusqu'au Hampton prit 2 heures, donnant à Emma tout le temps de remettre en question sa décision de rencontrer Evelyn Foster. Julien avait essayé de la préparer pendant le trajet, décrivant sa grand-mère comme brillante, intimidante, et capable de voir à travers toute tromperie en 30 secondes, ce qui n'était pas vraiment rassurant. Elle a construit la division technologique de Foster Enterprise à partir de rien, expliqua Julien alors qu'il tournait dans une allée bordée d'arbres qui semblaient s'étendre sur des kilomètres. Quand mon grand-père voulait s'en tenir aux investissements traditionnels, elle l'a convaincu de diversifier dans les technologies émergentes. Cette décision a fait de nous l'une des familles les plus riches de New York. Et elle contrôle quelle part de l'entreprise? 60% directement, 15% supplémentaires à travers divers trusts. Elle pourrait me virer demain si elle le voulait. Julien jeta un coup d'œil à Emma, qui regardait par la fenêtre la maison qui approchait. Tu as des doutes? Des troisième et quatrième pensées, admit Emma. Julien, et si elle me regarde et décide que je ne suis absolument pas faite pour toi? Alors elle aura tort.
Julien tendit la main et serra la sienne. Emma, ma grand-mère valorise l'authenticité par-dessus tout. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois simplement la femme qui m'a tellement impressionné que j'ai oublié que notre arrangement était faux. Le domaine Foster était à couper le souffle, une immense maison géorgienne surplombant l'océan Atlantique avec des jardins parfaitement entretenus et assez de terrain pour constituer une petite ville à elle seule. En arrivant à l'entrée principale, Emma repéra au moins 3 autres voitures de luxe dans l'allée circulaire. Nous ne sommes pas les seuls invités, observa-t-elle. Le visage de Julien s'assombrit lorsqu'il reconnut les véhicules. C'est la Mercedes de Lorraine et la Bentley de ses parents. Il regarda Emma d'un air désolé. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'il serait là. Ta grand-mère a invité ton ex-fiancé à rencontrer ta petite amie actuelle? Apparemment. Julien coupa le moteur et se tourna vers elle. On peut partir maintenant si tu veux. Dis juste un mot. Emma regarda l'imposante maison, puis le visage inquiet de Julien. Elle pensa au mot d'Abigail. Comment Julien avait été seul pendant 18 mois, comment sa famille essayait de le forcer à reprendre une relation qui bénéficierait aux affaires mais pas à son cœur. Non, dit-elle fermement, si c'est une sorte de test, alors passons-le. Julien sourit, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui ce matin-là. T'ai-je dit que tu es incroyable? Pas assez. Ils furent accueillis à la porte par un majordome en uniforme qui semblait être avec la famille depuis des décennies. Monsieur Julien, mademoiselle Larson, madame Foster vous attend sur la terrasse. L'intérieur de la maison était aussi impressionnant que l'extérieur, au plafond, œuvre d'art inestimable, et des meubles qui semblaient appartenir à un musée. Mais Emma n'eut pas le temps de s'en imprégner avant qu'il ne soit conduit à travers des portes-fenêtres sur une terrasse en pierre donnant sur l'océan. Evelyn Foster présidait à une table en fer forgé dressée pour 6, et Emma comprit immédiatement pourquoi Julien l'avait qualifiée de redoutable. Elle avait la mi-soixantaine, mais semblait 20 ans plus jeune, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon élégant, des yeux bleus perçants qui semblaient tout cataloguer, et une aura de commandement qui faisait de tous les autres sur la terrasse des personnages secondaires. Julien, chéri, Evelyn se leva gracieusement et embrassa son petit-fils, et ce doit être la fameuse Emma Larson. Emma se sentit évaluée par le regard le plus pénétrant qu'elle ait jamais rencontré. La poignée de main d'Evelyn était ferme, son sourire poli mais mesuré. Madame Foster, merci beaucoup de m'avoir invité. Votre maison est absolument magnifique. Appelez-moi Evelyn, je vous en prie. Et oui, elle est magnifique, n'est-ce pas? Le grand-père de Julien et moi l'avons construite comme notre refuge loin de la ville. Elle est devenue un lieu de rassemblement familial. Les yeux d'Evelyn ne quittèrent jamais le visage d'Emma. J'ai cru comprendre que vous êtes journaliste. Oui, indépendante, principalement des enquêtes. Comme c'est intéressant. Et qu'est-ce qui vous attire dans le travail d'investigation? Emma sentit que ce n'était pas une simple conversation polie. Je crois que les gens méritent de connaître la vérité, surtout quand des intérêts puissants préféraient qu'ils ne la sachent pas. Un sourcil d'Evelyn se haussa légèrement, approbation ou inquiétude, Emma ne pouvait le dire. Julien, une voix familière interrompit, quelle agréable surprise. Emma se tourna pour voir une grande femme blonde approcher de l'autre bout de la terrasse. Lorraine Caldwell était tout ce que les photos avaient suggéré et plus encore, d'une beauté saisissante avec cette aisance de l'argent ancien, portant une robe d'été de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Emma, et se tenant avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Lorraine, la voix de Julien était soigneusement neutre, je ne savais pas que tu serais là. Maman a mentionné qu'Evelyn nous avait invités pour le brunch. J'espère que ça ne te dérange pas. Le sourire de Lorraine était parfait lorsqu'elle se tourna vers Emma. Et vous devez être la journaliste. Je suis Lorraine Caldwell. Emma Larson. Enchantée de vous rencontrer. La poignée de main de Lorraine était aussi soignée que tout le reste chez elle, mais Emma capta quelque chose de calculateur dans ses yeux, une évaluation rapide qui laissa Emma avec le sentiment d'être jugée insuffisante. Prenons place? Suggéra Evelyn. J'ai demandé à la cuisinière de préparer quelque chose de spécial. Alors qu'ils s'installaient autour de la table, Emma se retrouva stratégiquement placée entre Julien et Evelyn, avec Lorraine juste en face d'elle. Les autres invités, les parents de Lorraine, qu'Evelyn présenta comme Edward et Margaret Caldwell, encadraient Lorraine comme des serre-livres élégants. Alors, Emma, dit Edward Caldwell alors que le premier plat était servi, Julien nous a dit que vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Columbia. Oui, monsieur. Et quel était votre domaine d'études? Emma sentit un autre test. Le journalisme d'investigation avec un accent sur la responsabilité des entreprises. Un léger sourire joua sur les lèvres d'Evelyn. Comme c'est approprié. Et sur quelles histoires avez-vous travaillé récemment? J'ai terminé un article sur des entreprises technologiques utilisant les données des utilisateurs sans divulgation appropriée. Il est en cours de révision par plusieurs publications. Vraiment? Lorraine se pencha en avant avec un intérêt apparent. Quelles entreprises? Emma nomma plusieurs grandes entreprises technologiques,
dont 2 qu'elle savait être des clients de Foster Enterprise. Elle observa attentivement la réaction d'Evelyn, mais le visage de la femme plus âgée resta impassible. « Fascinant », dit Margaret Caldwell d'un ton qui suggérait le contraire. « Et ce travail est-il lucratif ?» La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Emma sentit Julian se tendre à côté d'elle. « Ça peut l'être », répondit Emma calmement, quand les publications sont prêtes à payer pour des recherches approfondies et des vérifications des faits. Bien sûr, le travail en freelance doit être si imprévisible, dit Lorraine avec une sympathie apparente. L'incertitude, les revenus irréguliers. J'imagine qu'il doit être difficile de planifier l'avenir. Emma réalisa qu'on la provoquait délibérément. Lorraine soulignait, de la manière la plus polie possible, qu'Emma était financièrement instable et donc inappropriée pour quelqu'un dans la position de Julian. Je trouve que l'incertitude rend la vie intéressante, répondit Emma, et l'intégrité compte plus pour moi qu'un salaire stable. Comme c'est admirable, dit Evelyn, et cette fois, Emma était certaine de déceler une approbation dans la voix de la femme plus âgée. Dites-moi, Emma, qu'avez-vous pensé du gala de charité de l'autre soir? C'était révélateur. Je n'avais aucune idée de tout le bien qui pouvait être accompli lorsque des gens avec des ressources décident de les utiliser de manière responsable. Et qu'avez-vous pensé du discours de Julian sur les initiatives technologiques durables? Emma s'arrêta. Julian n'avait pas donné de discours au gala. C'était un piège. Evelyn testait si Emma avait vraiment prêté attention à Julian ou si elle s'était concentrée sur l'aspect performatif de leur arrangement. En fait, dit prudemment Emma, Julian n'a pas donné de discours ce soir-là, mais nous avons eu plusieurs conversations intéressantes sur la technologie durable avec d'autres invités. Ses connaissances sur les applications d'énergie renouvelable étaient impressionnantes. Le sourire d'Evelyn devint sincèrement chaleureux pour la première fois. En effet, Julian milite pour des initiatives environnementales au sein de Foster Enterprise depuis des années, parfois contre une résistance considérable, ajouta Julian, jetant un regard significatif au Caldwell. Le changement est toujours difficile, dit Edward Caldwell diplomatiquement. Les approches traditionnelles ont bien servi nos familles pendant des générations, mais la tradition sans innovation mène à la stagnation, observa Emma. Les entreprises qui s'adaptent aux valeurs et aux technologies changeantes sont celles qui survivent. Une perspective intéressante, dit Evelyn. Et quels changements pensez-vous les plus importants pour les entreprises? Emma se retrouva dans une discussion animée avec Evelyn sur la responsabilité des entreprises, la durabilité environnementale et le rôle de la technologie dans la résolution des problèmes sociaux. Elle était vaguement consciente que Lorraine devenait de plus en plus silencieuse, et que Julian observait l'échange avec quelque chose comme de l'émerveillement. « Excusez-moi, dit soudain Lorraine, se levant, j'ai besoin de prendre l'air. » Elle marcha jusqu'au bord de la terrasse, et après un moment, Julian s'excusa pour la suivre. Emma essaya de ne pas regarder alors qu'ils engageaient ce qui semblait être une conversation intense et discrète. « Elle est charmante, dit Margaret Caldwell, bien que son ton suggérât le contraire. « Oui, elle l'est, répondit fermement Evelyn. Intelligente, intègre, et complètement indifférente à la richesse ou au statut, assez rafraîchissant, en fait. » Emma ressentit une bouffée de gratitude envers Evelyn, mais elle pouvait voir les Caldwell échanger des regards inquiets. « Evelyn, ma chère, dit prudemment Edward, vous pouvez sûrement voir que Julian et Lorraine ont tant d'histoires ensemble. Ils comprennent le monde l'un de l'autre. Ils comprennent les comptes bancaires l'un de l'autre, corrigea Evelyn d'un ton sec. Il y a une différence. Au bord de la terrasse, la conversation de Lorraine et Julien semblait devenir plus animée. Emma capta des fragments, « Jetez tout ce que nous avons construit et ne m'a jamais aimé comme tu la regardes. » Enfin, Lorraine revint à la table, sa parfaite maîtrise d'elle-même fissurée. « Je pense que nous devrions partir, » annonça-t-elle à ses parents. C'était clairement une erreur. « Lorraine, chérie, » commença sa mère. « Non, maman. » Il est évident que Julien a fait son choix. Les yeux de Laurent brillèrent lorsqu'elle regarda Emma. « J'espère juste qu'il ne le regrettera pas quand la réalité s'installera. »« Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» demanda Julien, revenant à la table. « Ça veut dire que les contes de fées ne durent pas, Jules. Tôt ou tard, les différences dans vos origines, vos expériences, vos attentes, tout cela compte. » La voix de Lorraine était maintenant triste plutôt qu'en colère. « Je sais que tu penses que l'amour triomphe de tout, mais dans notre monde, la compatibilité compte plus que la chimie. » Lorraine, la voix d'Evelyn était d'acier, ça suffit. Mais Lorraine n'avait pas fini. « Pose-toi cette question, Emma. Que se passe-t-il quand la nouveauté s'estompe? Quand les amis et les associés de Julien s'attendent à ce que tu t'intègres dans un monde que tu ne comprends pas? Quand tu réalises qu'être avec lui signifie vivre dans un bocal, où chaque décision que tu prends reflète sur la réputation de sa famille? » Emma sentit les mots atteindre leur cible. C'étaient exactement les peurs qu'elle essayait de réprimer. Lorraine, la voix de Julien était menaçante. « Quand tu réaliseras, continua Lorraine sans relâche, que tu ne seras jamais rien de plus qu'un cas de charité qui l'a sauvé,
que sa famille te verra toujours comme la femme qui n'était pas assez bien, qui avait besoin d'être élevée à son niveau. Assez. La voix d'Evelyne claqua comme un fouet. Lorraine Caldwell, vous quittez ma maison immédiatement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorraine sembla frappée, comme si elle n'avait pas voulu aller aussi loin. Evelyne, je suis désolé. Je ne voulais pas si, vous le pensiez. Et maintenant, tout le monde sait exactement quel genre de personne vous êtes. Evelyne se leva, rayonnant de dignité et de fureur contrôlée. Edward, Margaret, je pense qu'il est temps que vous rameniez votre fille chez elle. Les Caldwell partirent dans un flot d'excuses maladroites et d'orgueil blessé, laissant Emma, Julien et Evelyne seuls sur la terrasse. Emma luttait contre les larmes, les mots de Laura résonnant dans sa tête. Le pire était que certains d'entre eux sonnaient vrais. Emma, dit doucement Evelyne, se rasseyant, je vous dois des excuses. Vraiment? J'ai invité les Caldwell ici aujourd'hui pour un test. Je voulais voir comment vous vous comporteriez dans une situation difficile, et comment Julien réagirait en vous ayant avec Lorraine dans la même pièce. L'expression d'Evelyne était empreinte de regret. Je n'avais pas anticipé que Lorraine serait aussi virulente. Elle n'avait pas tout à fait tort, cependant, dit doucement Emma. Nos origines sont complètement différentes. Je ne connais rien de votre monde. Ma chère fille, dit fermement Evelyne, je n'ai pas construit Foster Enterprise en m'inquiétant de ce que les autres pensaient être approprié. J'ai épousé un homme dont la famille pensait que j'étais indigne parce que j'étais irlandaise catholique et que je travaillais pour vivre. Ils ont passé des années à essayer de me faire sentir inadéquate. Elle se pencha en avant, ses yeux intenses. Savez-vous ce que j'ai appris? Emma secoua la tête. Que les gens qui essaient de vous faire sentir petite le font parce qu'ils sont menacés par votre authenticité. Lorraine vous a attaqué parce qu'elle pouvait voir que ce que vous et Julien avez est réel, quelque chose qu'elle n'a jamais eu avec lui. Mais elle a raison sur les questions pratiques. Foutaise. Vous voulez savoir ce que j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu une jeune femme qui a tenu tête dans une conversation avec certaines des personnes les plus influentes de la côte Est, qui a montré de la grâce sous pression et n'a pas renié ses principes lorsqu'on l'a défié, qui rend clairement mon petit-fils plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Le sourire d'Evelyne était chaleureux. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être élevé au niveau de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui élève les autres simplement en étant elle-même. Emma sentit les larmes nasser à nouveau, mais pour des raisons différentes cette fois. Julien, continua Evelyne, tu as été idiot ces 18 derniers mois, à essayer de trouver quelqu'un qui correspond à un idéal imaginaire au lieu de reconnaître la vraie valeur quand elle était juste devant toi. Ne fais plus cette erreur. Julien prit la main d'Emma. Je n'en ai pas l'intention. Bien. Parce que Emma, si vous êtes prête à supporter mon petit-fils insupportable et sa famille compliquée, vous avez mon soutien total. Les yeux d'Evelyne pétillèrent. Et je dois vous prévenir. Quand Evelyne Foster donne son soutien, il est plutôt complet. Que voulez-vous dire? Demanda Emma. Je veux dire que la petite manigance boursière des Caldwell vient de devenir sans importance. J'ai cherché une excuse pour racheter leur part de toute façon. Leurs pratiques commerciales sont devenues de plus en plus douteuses. Le sourire d'Evelyne devint prédateur. Considérez cela comme mon cadeau de fiançailles. Grand-mère, dit prudemment Julien, nous ne sommes pas fiancés. Pas encore, répondit Evelyne sereinement. Mais j'ai d'excellents instincts pour ces choses-là. Comme sur un signal, Abigail apparut sur la terrasse, légèrement essoufflée. Désolée d'être en retard. La circulation était infernale pour sortir de la ville. Elle s'arrêta net en voyant qu'ils n'étaient que 3. Où sont les Caldwell? Partis, dit simplement Evelyne. Et bon débarras. Les yeux d'Abigail s'élargirent alors qu'elle prenait en compte la scène, Emma légèrement stupéfaite, Julien protecteur et soulagé, et Evelyne rayonnant de satisfaction. Qu'ai-je manqué? La fin de l'ère Lorraine Caldwell, dit Julien, passant son bras autour d'Emma, et, espérons-le, le début de quelque chose de bien meilleur. Abigail sourit. Alors, mon rôle de marieuse a fonctionné. Ta manipulation a fonctionné, corrigea Julien, mais seulement parce que tu as accidentellement trouvé exactement la bonne femme. Ce n'était pas un accident, dit Abigail avec suffisance. Je t'ai dit que j'ai d'excellents instincts. Apparemment, c'est de famille, observa Evelyne. Maintenant, prenons le dessert. Je crois que nous avons quelque chose à célébrer. Alors qu'ils s'installaient pour ce qui devint un repas de 3 heures rempli d'histoires familiales, de taquineries légères et de conversations de plus en plus confortables, Emma commença à comprendre dans quoi elle s'était engagée. Ce n'était pas juste une famille riche. C'était un groupe de personnes qui, malgré leurs ressources et leur influence considérable, valorisaient l'authenticité, l'intelligence et la loyauté par-dessus tout. Et maintenant? Demanda Emma alors qu'ils se préparaient à partir. Maintenant? Dit Evelyne, l'embrassant chaleureusement. Vous faites partie de cette famille, si vous le voulez. Et les problèmes d'affaires, la pression du conseil? Evelyne balaya la question d'un geste. Laissez-moi m'occuper du conseil.
Ils se rangeront une fois qu'ils comprendront que l'alliance avec les Caldwell n'est plus bénéfique. Son sourire devint tranchant. Je ne suis pas arrivé là où je suis en laissant les autres dicter l'avenir de ma famille. Pendant le trajet de retour à Manhattan, Emma et Julien restèrent silencieux, chacun traitant les événements de la journée. « Ça va » demanda finalement Julien. « Je pense que oui. Ta grand-mère n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Quelqu'un de froid et intimidant. À la place, elle est juste redoutable. C'est différent. C'est vrai. » Et Emma, à propos de ce que Lorraine a dit, elle n'avait pas tout à fait tort, interrompit Emma. « Je ne connais pas ton monde. Je ne connais pas les règles, les attentes, les codes sociaux. Alors, nous apprendrons ensemble. Emma, je ne veux pas que tu changes pour t'adapter à mon monde. Je veux que mon monde soit digne de toi. » Emma le regarda, cet homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un faux petit ami, et était maintenant, quoi, exactement? Julien, que faisons-nous ici, vraiment? Il se gara sur le côté de la route et se tourna vers elle. Nous tombons amoureux, dit-il simplement. Malgré la manipulation, malgré les complications, malgré le fait que tout a commencé par un mensonge, nous tombons amoureux, et je pense que nous devrions arrêter de lutter contre ça. Emma étudia son visage. La mâchoire forte, les yeux verts qui avaient capté son attention cette première nuit, l'expression d'honnêteté complète. Ta grand-mère a dit qu'elle avait d'excellents instincts pour les fiançailles. C'est vrai. C'est même un peu effrayant. Julien. Oui? Je pense que je suis prête à arrêter de lutter contre ça, moi aussi. Il l'embrassa alors, là, sur le bord de la route, avec le soleil se couchant derrière eux et les lumières de la ville commençant à scintiller devant. Et pour la première fois depuis que cette folle aventure avait commencé, Emma ne pensait pas à l'argent, à la manipulation ou aux différences sociales. Elle pensait que parfois, les meilleures erreurs sont celles qui vous mènent exactement là où vous devez être. Une semaine plus tard, Manhattan. Emma commençait à penser que tomber amoureuse de Julianne Foster avait été la partie facile. C'était tout ce qui suivait qui menaçait de l'engloutir complètement. La semaine passée avait été un tourbillon d'activités qui lui donnait l'impression d'être Alice tombant dans le terrier du lapin. Evelyn n'avait pas perdu de temps pour tenir sa promesse de gérer les complications commerciales. Le mercredi, la nouvelle éclata que Foster Enterprises avait acquis les parts du groupe Caldwell dans ce que la presse financière qualifia de coup stratégique brillant. Le vendredi, Lorraine Caldwell était apparemment fiancée à un héritier bancaire de Boston, ce qui, selon Abigail, était un timing curieusement pratique. Mais ce n'étaient pas les machinations commerciales qui faisaient tourner la tête d'Emma. C'était la réalité soudaine et écrasante d'être la petite amie très publique de Julien Foster. « Tu dois voir ça, » dit Lila, faisant irruption dans l'appartement d'Emma avec son ordinateur portable et une expression inquiète. « Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. » Emma leva les yeux de l'article qu'elle essayait d'écrire, un texte sur l'agriculture durable qui semblait ridiculement banal comparé à ses circonstances de vie actuelles. « Qu'est-ce qui fait le buzz? Toi. » Lila tourna l'ordinateur, révélant un fil Twitter avec des milliers de retweets. L'en-tête disait « Qui est Emma Larson ?» Tout ce que nous savons sur la petite amie mystère de Julianne Foster. L'estomac d'Emma chuta alors qu'elle faisait défiler le fil. Quelqu'un avait effectué une enquête remarquablement approfondie sur sa vie, complète avec des photos de sa remise de diplôme universitaire, des extraits d'articles qu'elle avait écrits, et même une photo de son immeuble. « C'est insensé, murmura-t-elle. Comment ont-ils obtenu toutes ces informations? Bienvenue dans le monde de sortir avec un milliardaire, dit Lila sombrement. Regarde les commentaires. Les commentaires étaient un mélange de curiosité, d'admiration et d'hostilité pure. Certains louaient son travail journalistique et la qualifiaient de changement rafraîchissant par rapport aux types habituels de mondaine. D'autres mettaient en doute ses motivations, suggéraient qu'elle était une croqueuse de diamants et spéculaient sur combien de temps la relation durait. Mais ce furent les commentaires des autres journalistes qui la blessèrent le plus. Plusieurs écrivains qu'elle respectait auparavant avaient posté des variations d'eux. On dirait qu'Emma Larson a trouvé comment faire avancer sa carrière maintenant, et d'enquêter sur les entreprises à coucher avec les PDG. Quel virage de carrière! Emma, dit doucement Lila, tu savais que ça arriverait, non? Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un d'aussi célèbre sans que les gens y prêtent attention. Je le savais, intellectuellement, mais voir tout ça exposé comme ça. Emma fit un geste impuissant vers l'écran. Lila, ils remettent en question mon intégrité professionnelle. Ce sont des gens dont l'opinion compte dans mon domaine. Son téléphone sonna. Le nom de Julianne apparut à l'écran. Salut, répondit-elle, essayant de sembler normale. As-tu vu les trucs sur les réseaux sociaux? Sa voix était tendue de colère. Lila me les montre maintenant. Je suis tellement désolée, Emma. J'aurais dû anticiper ça. J'aurais dû mieux te préparer. Ma publiciste travaille déjà sur le contrôle des dégâts. Ta publiciste? Sarah Thompson. Elle gère toutes les relations avec les médias pour Foster Enterprises.
Elle est très compétente dans son travail. L'idée d'avoir besoin d'une publiciste pour gérer sa vie personnelle semblait irréelle. Julian, je ne sais pas si je suis faite pour ce niveau de scrutiny. Tu ne devrais pas avoir à l'être. Écoute, je viens chez toi. Nous devons parler de comment gérer ça. Après qu'il eut raccroché, Emma continua à faire défiler les publications sur les réseaux sociaux, chacune la faisant se sentir plus petite et plus exposée. Lila s'assit à côté d'elle, offrant un soutien silencieux. « Tu sais ce qu'il y a de pire ?» dit enfin Emma. Certains de ces commentaires ne sont pas faux. Je viens d'un monde complètement différent de celui de Julian. Je suis en difficulté financière, et oui, être avec lui change mes perspectives professionnelles. Et alors ? Tu penses être la première personne à tomber amoureuse à travers les classes sociales ? Tu penses qu'Evelyn Foster n'a pas fait face aux mêmes critiques quand elle a épousé cette famille ? C'était différent. Elle construisait quelque chose, elle créait de la valeur. Je suis juste. Là. Lila attrapa l'ordinateur portable et le ferma fermement. Emma Larson, tu es l'une des journalistes d'investigation les plus talentueuses que je connaisse. Tu as dénoncé la corruption, tenu des gens puissants responsables, et tu l'as fait tout en survivant à peine financièrement parce que tu refuses de compromettre tes principes. Ne laisse pas une bande de trolls sur Internet te faire oublier qui tu es. Avant qu'Emma ne puisse répondre, on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva Julian, l'air inhabituellement ébouriffé, accompagné d'une femme dans la quarantaine aux cheveux noirs parfaitement coiffés et à l'expression d'urgence contrôlée. « Emma, voici Sarah Thompson », dit Julian. « Sarah, Emma Larson. » La poignée de main de Sarah était vive et professionnelle. « Mademoiselle Larson, nous devons discuter de la stratégie immédiatement. L'histoire se propage plus vite que prévu, et nous devons prendre les devants. »« Stratégie pourquoi, exactement ?» demanda Emma, se sentant de plus en plus submergée. « Pour gérer votre image publique. En ce moment, le récit est écrit par d'autres personnes, blogueurs, chroniqueurs de potins, utilisateurs de réseaux sociaux qui ne vous connaissent pas. Nous devons créer un contre-récit qui vous présente sous le bon jour. Je suis désolé, mais je ne veux pas être présenté sous aucun jour. Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour faire mon travail et vivre ma vie. » Sarah et Julien échangèrent un regard. « Mademoiselle Larson, dit prudemment Sarah, je comprends que c'est écrasant, mais vous sortez avec l'un des hommes d'affaires les plus en vue d'Amérique. La vie privée n'est plus une option. Le mieux que nous puissions faire est de contrôler le message. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?» Sarah sortit une tablette et commença à faire défiler ce qui semblait être une présentation détaillée. « Nous commençons par une interview soigneusement élaborée, être avec Vanity Fair ou Harper's Bazaar. Quelque chose qui vous positionne comme une professionnelle accomplie qui se trouve être en relation avec Julian, pas comme une personne insignifiante qui a eu de la chance. »« Mais je suis une personne insignifiante qui a eu de la chance, » protesta Emma. « Non, dit fermement Julian, vous êtes une journaliste accomplie qui se trouve sortir avec moi. Il y a une différence significative. » Sarah hocha la tête avec approbation. « Exactement. Nous mettons en avant votre formation, vos réalisations professionnelles, votre engagement pour la justice sociale. Nous positionnons cela comme une rencontre d'égaux. Sauf que nous ne sommes pas égaux, dit Emma. Julian possède des entreprises. Je peux à peine payer mon loyer. L'égalité financière n'est pas la seule qui compte, répondit Sarah avec aisance. Vous apportez une égalité intellectuelle, morale, des réalisations professionnelles. Le récit devient. Un homme d'affaires prospère rencontre une journaliste brillante, trouve un partenariat intellectuel et émotionnel. Lila, qui écoutait depuis la cuisine, intervint soudain. Et l'enquête ? Tout le monde se tourna vers elle. Lila, dit Emma avec un avertissement. Non, je pense que c'est important. Emma, tu as été tellement concentrée sur la gestion des retombées de votre relation que tu as complètement oublié le mystère derrière son commencement. Sarah sembla confuse. Quel mystère ? Julien et Emma échangèrent des regards. Ils n'avaient parlé à personne en dehors de la famille de la manipulation d'Abigail ou du dossier de surveillance. C'est compliqué, dit finalement Julien. Décompliquez-le, exigea Sarah. S'il y a des squelettes dans ce placard, je dois les connaître maintenant avant que quelqu'un d'autre ne les déterre. Emma prit une décision. Lila a raison. Sarah, ce que je vais vous dire ne sort pas de cette pièce, mais vous devez comprendre à quoi nous sommes vraiment confrontés. Au cours de l'heure suivante, Emma et Julien racontèrent toute l'histoire, l'appel erroné, la mauvaise Emma Larson, la surveillance et la manipulation d'Abigail, même la note mystérieuse sur le destin. Sarah écouta avec l'intensité concentrée d'une experte en gestion de crise, prenant des notes et posant des questions précises. Donc, laissez-moi résumer, dit Sarah lorsqu'ils eurent fini, votre sœur a engagé ce qu'elle pensait être une autre femme pour être votre fausse petite amie, a accidentellement engagé Emma à la place, et cette rencontre accidentelle a conduit à une vraie relation. C'est la version simplifiée, oui, confirma Julien. Et il y a des preuves documentées de surveillance,
d'enquête et de manipulation délibérée. Oui. Sarah resta silencieuse un long moment, fixant ses notes. C'est soit l'histoire la plus romantique que j'ai jamais entendue, soit un cauchemar potentiel de relations publiques. À votre avis, c'est laquelle? Demanda Emma. Les deux. Si cette histoire sort de la mauvaise manière, elle sera présentée comme un milliardaire si désespéré pour de la compagnie que sa famille a dû lui engager une petite amie. Les implications pour la réputation commerciale de Julian seraient significatives. Emma sentit son cœur s'enfoncer. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre exposition qu'elle n'avait pas pleinement considéré comment cela pourrait nuire à Julian professionnellement. D'un autre côté, continua Sarah, si nous contrôlons le récit, cela devient le conte de fées moderne ultime. Le destin intervenant pour réunir deux personnes contre toute attente, surmontant la tromperie pour trouver un amour véritable. Vous voulez qu'on rende publique la manipulation? Demanda Julian, incrédule. Je veux qu'on la reformule, pas comme une manipulation, mais comme le destin avec un coup de pouce. Abigail devient la sœur aimante qui a vu la solitude de son frère et a orchestré une rencontre fortuite. La surveillance devient une recherche pour assurer la compatibilité. La fausse relation devient le catalyseur pour découvrir de vrais sentiments. Emma secoua la tête. Je ne veux pas mentir sur ce qui s'est passé. Nous ne mentirions pas. Nous mettrions l'accent sur certains aspects tout en minimisant d'autres. Tout est une question de perspective. Sarah, dit prudemment Julian, que se passe-t-il si nous ne faisons rien de tout cela? Si nous ignorons simplement l'attention médiatique et la laissons s'éteindre naturellement? L'expression de Sarah était sombre. Ça ne s'éteindra pas. Julian, vous êtes en première page. Votre statut relationnel affecte les cours des actions. Emma, que vous le vouliez ou non, vous êtes maintenant une figure publique. L'attention continuera, et sans une gestion active, le récit sera écrit par des gens qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Comme pour prouver les dires de Sarah, le téléphone d'Emma commença à vibrer avec des appels de numéros inconnus. Sa boîte de réception se remplissait de demandes d'interviews, d'invitations à des événements, et d'offres pour divers contrats publicitaires. C'est insensé, murmura Emma, regardant les notifications se multiplier. C'est votre vie maintenant, dit Sarah factuellement. La question est de savoir si vous voulez avoir un certain contrôle sur elle ou la laisser vous contrôler. Julian s'assit à côté d'Emma sur le canapé. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Si tu veux te retirer de la vie publique, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ta vie privée. Si tu veux t'engager à tes conditions, je m'assurerai que tu aies toutes les ressources nécessaires. Emma regarda autour de la pièce. Lila, dont l'inquiétude était évidente, Sarah, dont la compétence professionnelle était à la fois rassurante et intimidante. Julian, dont l'amour et le soutien étaient inébranlables, mais dont la présence même dans sa vie avait créé cette situation. J'ai besoin d'air, dit-elle soudain, se levant. J'ai besoin de réfléchir. Emma, Julian commença à se lever. Seul, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques minutes pour tout assimiler. Elle attrapa sa veste et se dirigea vers la porte, laissant les trois dans son petit appartement pour discuter de son avenir sans elle. Les rues de Manhattan étaient animées par la cohue habituelle du soir, et pendant quelques minutes, Emma se permit de se fondre dans la foule de personnes anonymes vaquant à leurs occupations normales. Elle se retrouva à marcher vers Central Park, cherchant le calme relatif des sentiers bordés d'arbres. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu les nouvelles. Félicitations pour avoir attrapé le gros poisson. J'espère que l'argent vaut ton intégrité. Un ancien collègue. Emma fixa le message, ressentant un mélange de colère et de douleur. Cette personne, quelle qu'elle soit, avait résumé toutes ses peurs en une phrase brutale. Était-elle en train de se vendre? Avait-elle compromis ses principes pour la sécurité financière et le statut social? Un autre texto, celui-ci d'un numéro qu'elle reconnut, Emma, c'est le Dr Bennett de Columbia. J'ai vu le buzz sur les réseaux sociaux. Ne laisse pas les critiques t'atteindre. Tu étais l'une de nos étudiantes les plus intègres, et je suis sûr que tu l'es toujours. Fier de toi. Professeur B. Le professeur Bennett avait été son instructeur en éthique et son conseiller de thèse. Son message lui tira des larmes, mais apporta aussi de la clarté. Elle n'était pas la même personne qui avait commencé ce voyage il y a une semaine, mais elle était toujours fondamentalement elle-même. La question n'était pas de savoir si elle compromettait son intégrité. C'était de savoir si elle était assez forte pour la maintenir sous une pression sans précédent. Son téléphone sonna. Le nom d'Evelyn Foster apparut à l'écran. Madame Foster. Evelyn, ma chère. Et j'appelle parce qu'Abigail m'a parlé de la situation sur les réseaux sociaux. Comment tiens-tu le coup? Emma se retrouva à déverser ses peurs et frustrations à la grand-mère de Julian. Les critiques professionnelles, l'examen public, le sentiment d'être submergée par des forces hors de son contrôle. Emma, dit Evelyn lorsqu'elle eut fini, puis-je te raconter une histoire? Bien sûr. Quand j'ai épousé le grand-père de Julian en 1968,
J'avais 23 ans et je travaillais comme secrétaire dans une firme d'investissement. Henry Foster avait 35 ans, venait d'hériter de l'entreprise familiale, et était considéré comme l'un des célibataires les plus convoités de New York. Les pages société s'en sont données à cœur joie. Emma s'installa sur un banc du parc, écoutant attentivement. Ils m'ont traité de croqueuse de diamants, d'arriviste, de secrétaire qui avait séduit pour accéder à la richesse. Les critiques étaient vicieuses et incessantes. J'ai pleuré pendant des semaines. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que leur opinion de moi importait bien moins que l'opinion que j'avais de moi-même. Et plus important encore, j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais laisser leurs critiques me diminuer, ou je pouvais les utiliser comme une motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort. Comment leur avez-vous prouvé qu'ils avaient tort? En devenant indispensable. En apprenant tout ce que je pouvais sur l'entreprise, en contribuant avec des idées et des perspectives qui ont aidé l'entreprise à croître. En gagnant ma place par la compétence plutôt que simplement par le mariage. La voix d'Evelyne se fit plus forte. Emma, vous avez des compétences et des talents qui ont attiré l'attention de Julien bien avant qu'il ne connaisse votre nom. Ne laissez personne, y compris vous-même, l'oublier. Mais la situation est si compliquée maintenant. La publicité, l'examen. La situation est ce que vous en faites. Vous pouvez vous retirer et laisser les autres vous définir, ou vous pouvez avancer et vous définir vous-même. Mais quoi que vous choisissiez, assurez-vous que c'est votre choix, pas une réaction aux attentes des autres. Après qu'Evelyne eut raccroché, Emma resta dans le parc pendant 1 heure encore, observant les passants et réfléchissant au choix. Elle pensa à la jeune femme qui avait renversé du café sur son ordinateur portable et avait été sauvée par un inconnu aimable. Elle pensa à la journaliste qui avait passé des années à enquêter sur la corruption et à tenir les puissants responsables. Elle pensa à la femme qui avait impressionné Evelyne Foster, non par son pedigree, mais par ses principes. Lorsqu'elle revint enfin à son appartement, Sarah était partie, mais Julian et Lila étaient toujours là, visiblement inquiets. « Je suis désolé de m'être enfui, » dit Emma. « J'avais besoin de remettre mes idées en ordre. » « Et » demanda Julian prudemment. « Et j'ai décidé que Sarah a raison. Si je dois être une figure publique, je veux avoir un certain contrôle sur la manière dont je suis présenté, mais j'ai des conditions. » Le soulagement de Julian était visible. « Nomme-les. D'abord, pas de mensonges. Nous pouvons mettre en avant les aspects positifs et minimiser les négatifs, mais tout ce que nous disons publiquement doit être vrai. D'accord. Deuxièmement, je ne veux pas devenir une petite amie professionnelle. Quelle que soit la publicité que nous faisons, elle doit inclure mon travail de journaliste. Je veux utiliser cette plateforme pour mettre en lumière les histoires et les causes qui me tiennent à cœur. C'est en fait brillant, intervint Lila. Tu auras accès à des personnes et des plateformes que tu n'aurais jamais pu atteindre auparavant. Troisièmement, continua Emma, je veux préserver une certaine vie privée. Je ferai des interviews et des apparitions publiques, mais mon espace personnel, cet appartement, ma famille, mes amitiés proches, cela reste hors limite. Sarah peut faire en sorte que ça fonctionne, assura Julian. Et enfin, Emma prit une profonde inspiration, je veux être impliquée dans chaque décision concernant la manière dont notre relation est présentée publiquement. Pas de surprise, pas de stratégie que je n'ai pas approuvée. Julian s'approcha d'elle. Emma, es-tu sûre de ça? Une fois que nous empruntons ce chemin, il sera difficile de revenir à l'anonymat. Je pense que l'anonymat n'a jamais vraiment été une option une fois que je suis tombée amoureuse de toi, dit-elle, prenant sa main. Mais je préférais affronter ce défi en tant que ton partenaire plutôt que de fuir et passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Il la prit dans ses bras, et pendant un instant, les complications s'évanouirent. C'était ce qui comptait. Pas la publicité, ni l'examen, ni les implications commerciales, mais cette connexion entre eux qui avait commencé par accident et s'était transformée en quelque chose de réel et de précieux. Alors, quelle est notre première étape? Demanda Emma. Sarah a suggéré un portrait dans un grand magazine, quelque chose qui te permette de raconter ton histoire avec tes propres mots. Et ensuite, nous trouverons comment construire une vie ensemble sous les feux des projecteurs sans nous perdre dans le processus. Le téléphone d'Emma vibra avec une autre notification, une autre demande d'interview, une autre invitation à un événement prestigieux. Au lieu de se sentir submergée, elle ressentit une étincelle de détermination. Ces gens voulaient savoir qui était Emma Larson. Elle allait leur montrer, mais elle le ferait à ses conditions. Le lendemain matin, Emma se réveilla pour découvrir que quelqu'un avait divulgué des photos de Julian quittant son immeuble. Les gros titres se rédigeaient déjà. La visite nocturne de l'héritier Foster dans l'appartement modeste de sa petite amie. Et, du Penthouse au studio, l'amour ne connaît pas de frontières. Au lieu de paniquer, Emma ressentit une étrange sensation de libération. Les spéculations étaient terminées. Leur relation était désormais pleinement publique, ce qui signifiait qu'ils pouvaient arrêter de se cacher et commencer à vivre authentiquement. Son téléphone sonna. Sarah Thompson. Bonjour, Emma. Je suppose que tu as vu les photos.
Oui. Nous devons agir rapidement maintenant. J'ai intéressé Vogue pour un portrait exclusif, et le publiciste de Julian pense que nous devrions coordonner avec un article économique pour Forbes. Nous pouvons contrôler le récit complètement. Organise les réunions, dit Emma. Je suis prête. Après avoir raccroché, elle regarda son petit appartement, l'endroit où toute cette aventure avait commencé avec un appel téléphonique mystérieux. Bientôt, elle déménagerait probablement dans un endroit plus sécurisé, plus adapté à la petite amie de Julian. Mais pour l'instant, c'était encore son espace, son sanctuaire. Julien émergea de sa minuscule cuisine avec 2 tasses de café, ridiculement séduisant dans des vêtements froissés de la veille. « Des regrets » demanda-t-il, s'installant à côté d'elle sur le canapé. Emma réfléchit sérieusement à la question. Il y a une semaine, elle était une journaliste indépendante en difficulté avec un compte bancaire vide et un avenir incertain. Maintenant, elle sortait avec un milliardaire, était courtisée par des magazines majeurs, et faisait face à un niveau d'examen public qui aurait terrifié son ancien moi. Aucun, dit-elle, se surprenant elle-même par la sincérité de sa réponse, seulement que cela ait pris la manipulation d'Abigail pour nous réunir. J'aurais dû t'inviter à sortir ce jour-là au café. Peut-être. Ou peut-être que nous avions besoin de toutes ces complications pour apprécier ce que nous avons. Julien posa son café et l'attira plus près. Je t'aime, Emma Larson. Fausse petite amie, vraie petite amie, future épouse. Quel que soit le titre que tu veux revendiquer, je t'aime. Future épouse? Emma haussa un sourcil. Trop présomptueux? Redemande-moi dans 6 mois quand nous aurons survécu à notre premier grand scandale ensemble. Marché conclu. Mais Emma, continua-t-il, j'ai le sentiment que nous pouvons survivre à tout tant que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre et que nous nous souvenons que rien de tout cela, l'argent, la publicité, la pression des affaires, ne compte autant que ce que nous avons trouvé ensemble. Emma l'embrassa, goûtant le café, les possibilités et la promesse d'un avenir incertain mais plus effrayant. Dehors, par sa fenêtre, Manhattan s'éveillait à une nouvelle journée de possibilités. Et pour la première fois depuis que cette aventure avait commencé, Emma se sentait prête à affronter ce qui viendrait ensuite. La fiancée accidentelle devenait une partenaire intentionnelle. Et l'histoire ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, Manhattan. Le portrait dans Vogue avait été tout ce que Sarah avait promis et plus encore. Photographié par Annie Leibovitz dans des lieux allant de l'ancien appartement d'Emma à la salle du conseil d'administration de Foster Enterprise, l'article de 12 pages intitulé « La journaliste qui a capturé le cœur d'un Foster » avait repositionné Emma. De petit ami mystère à professionnel accompli dans la conscience publique. L'article de Forbes sur Julian avait été publié simultanément, les dépeignant comme un couple puissant uni par des valeurs communes et des forces complémentaires, mais c'était l'article d'investigation qu'Emma avait publié dans The Atlantic 3 semaines plus tard qui avait vraiment tout changé. Responsabilité des entreprises à l'ère numérique, comment les géants de la tech manipulent l'opinion publique était en gestation depuis 6 mois, commençait bien avant qu'elle n'ait entendu parler de Julian Foster. Le timing de sa publication, cependant, n'aurait pas pu être plus parfait. C'était la preuve qu'Emma Larson n'était la petite amie trophée de personne. Elle était une journaliste avec les compétences et le courage de s'attaquer à des entreprises valant des milliards. L'article avait déclenché des audiences au Congrès, des enquêtes de la SEC, et un règlement de compte dans l'industrie technologique qui se déroulait encore. Plus importante encore pour Emma, il avait réduit au silence la plupart de ses critiques et l'avait établie comme une voix sérieuse dans le journalisme contemporain. Maintenant, assise à l'arrière d'une voiture de ville en route vers l'Hôtel Plaza pour le gala annuel du bénéfice du Metropolitan Museum, Emma réfléchissait à tout ce qui avait changé depuis ce premier événement caritatif 3 mois plus tôt. « Tu es nerveuse ?» observa Julian, ajustant son nœud papillon dans le reflet de la vitre de la voiture. « Un peu » admit Emma, lissant la jupe de sa robe Valentino sur mesure, bleu nuit, comme la robe de leur première soirée ensemble, mais infiniment plus sophistiquée. « C'est mon premier mégala. La liste des invités ressemble à un who's who de la culture américaine. Tu t'en sortiras très bien. Tu as interviewé des sénateurs et des PDG. Quelques célébrités et philanthropes devraient être faciles. Ce ne sont pas les célébrités qui m'inquiètent, dit Emma. Ce sont les autres journalistes. La moitié de l'establishment médiatique sera là, et certains d'entre eux me voient toujours comme la journaliste qui couche pour obtenir des accès. Julian prit sa main. Emma, ton article dans The Atlantic a changé la conversation nationale sur la responsabilité des entreprises. Quiconque remet encore en question tes références est volontairement ignorant. La voiture s'arrêta sur le tapis rouge, et Emma sentit ses nerfs se crisper. À travers les vitres teintées, elle pouvait voir le mur de photographes, les cordons de velours, le chaos contrôlé de l'un des événements sociaux les plus prestigieux de New York. « Prête ?» demanda Julian. Emma prit une profonde inspiration, se souvenant des conseils d'Evelyn Foster sur le fait de se définir soi-même plutôt que de laisser les autres le faire. « Prête. »
À l'instant où ils sortirent de la voiture, les flashs des appareils photo explosèrent autour d'eux. Emma s'était quelque peu habituée à l'attention médiatique au cours des 3 derniers mois, mais c'était à un tout autre niveau. Elle pouvait entendre les photographes crier leur nom, les reporters poser des questions, les fans hurler derrière les barrières. Emma. Julian. Par ici. Mademoiselle Larson, quel effet ça fait de sortir avec le célibataire le plus convoité d'Amérique? Monsieur Foster, un commentaire sur les rumeurs de fiançailles? Cette dernière question les fit tous deux s'arrêter. Ils avaient été prudents pour ne pas discuter de mariage publiquement, bien que les spéculations aient été constantes depuis que les commentaires d'Evelyne sur la planification de mariage avaient fuité dans les colonnes de Potin. Continue à marcher et souris, murmura Julian, sa main stable dans son dos alors qu'il montait les marches du musée. À l'intérieur du musée, l'atmosphère était plus contrôlée, mais non moins intense. L'élite de la société américaine se mêlait sous des œuvres d'art inestimables. Le champagne coulait à flots, et des conversations qui façonneraient la politique et la culture pendant des mois se déroulaient dans des apartés chuchotés. Emma Larson, une voix familière retentit à travers la zone de réception bondée. Emma se tourna pour voir Elizabeth Harper, la rédactrice en chef de Harper's Bazaar, approcher avec un sourire chaleureux. Elizabeth avait été l'une des premières figures médiatiques majeures à soutenir publiquement Emma lors des premiers jours de l'examen. Elizabeth, ravie de vous voir. Vous êtes absolument éblouissante, ma chère, et félicitations pour l'article dans The Atlantic. Un travail brillant. Merci. Cela signifie beaucoup venant de vous. Avez-vous pensé à des propositions de livres? J'ai plusieurs éditeurs qui seraient très intéressés à développer ce thème de la responsabilité des entreprises dans une enquête complète. Avant qu'Emma ne puisse répondre, il fut rejoint par David Kim, le reporter d'investigation dont la série primée par le Pulitzer sur la corruption politique avait inspiré Emma à poursuivre le journalisme en premier lieu. La fameuse Emma Larson, dit David avec un sourire. Je dois l'admettre, quand le buzz sur les réseaux sociaux a commencé, j'étais sceptique. Mais cet article dans The Atlantic, un travail exceptionnel. Vous avez des sources dans des endroits dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. La conversation se prolongea pendant plusieurs minutes, avec Elizabeth et David discutant d'idées d'articles, de collaborations potentielles, et de l'état actuel du journalisme d'investigation. Emma se retrouva à se détendre alors que la discussion s'éloignait de sa relation et se concentrait purement sur son travail professionnel. Excusez-moi, une voix tranchante interrompit, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Ils se tournèrent pour voir une femme dans la cinquantaine avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Emma la reconnut immédiatement. Barbara Langston, chroniqueuse de Potin pour le New York Post et l'une de ses critiques les plus sévères. Barbara, dit Elizabeth froidement. Ravi de vous voir, Elizabeth. David, si bon de vous voir tous les deux. Et mademoiselle Larson, bien sûr. Je disais justement à mes lecteurs combien il est fascinant de voir quelqu'un tirer parti d'une relation amoureuse pour des opportunités professionnelles. Le commentaire fit l'effet d'une gifle. Emma sentit ses joues s'enflammer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, David s'avança. Barbara, c'est une perspective intéressante, étant donné que l'article d'Emma dans The Atlantic était en cours de développement bien avant qu'elle ne rencontre Julian Foster. En fait, si vous aviez fait vos recherches, vous sauriez qu'elle enquêtait sur les malversations d'entreprises tout en vivant de salaire en salaire. Pas vraiment les actions de quelqu'un motivé par l'ambition sociale. Bien sûr, répondit Barbara avec aisance, bien qu'on puisse se demander sur le timing de la publication. Si pratique d'avoir une plateforme aussi prestigieuse juste quand elle avait besoin d'établir sa crédibilité. Le timing, intervint Elizabeth, a été déterminé par notre calendrier éditorial et l'achèvement des recherches d'Emma. The Atlantic ne publie pas d'articles comme des faveurs à qui que ce soit, peu importe avec qui ils sortent. Emma trouva sa voix. Madame Langston, je comprends votre scepticisme. Les circonstances de ma relation avec Julian sont inhabituelles, et je sais qu'il est plus facile de supposer le pire des motivations des gens, mais je vous encourage à me juger sur mon travail, pas sur ma vie personnelle. Comme c'est noble. Dit Barbara avec un sourire condescendant, bien que je ne puisse m'empêcher de remarquer que votre travail a certainement bénéficié de votre accès à la salle du conseil de Foster Enterprise, n'est-ce pas? Étonnant comment les portes s'ouvrent quand on couche avec la bonne personne. L'accusation resta suspendue dans l'air comme du poison. Emma sentit sa composure soigneusement construite commencer à se fissurer. C'était exactement ce qu'elle craignait, que peu importe ce qu'elle accomplissait, il y aurait toujours des gens prêts à le diminuer en attribuant son succès à sa relation plutôt qu'à ses capacités. Ça suffit. La voix de Julian trancha la tension comme une lame. Il apparut à côté d'Emma, son charme habituel facile remplacé par quelque chose de beaucoup plus dangereux. Barbara, je crois que vous devez des excuses à Emma. Monsieur Foster, comme c'est galant. Bien que je faisais simplement une observation sur vous, insinuiez que ma petite amie a échangé des faveurs sexuelles pour une avancée professionnelle, dit Julian,
sa voix mortellement calme. Ce qui est non seulement offensant, mais manifestement faux. L'enquête d'Emma a commencé des mois avant que nous nous rencontrions, impliquait des entreprises sans lien avec Foster Enterprises, et a été complétée en utilisant des sources qu'elle a développées à travers des années de journalisme éthique. Julian, c'est bon, dit doucement Emma, bien qu'elle soit reconnaissante pour sa défense. Non, ce n'est pas bon. Les yeux de Julian ne quittèrent jamais le visage de Barbara. Vous voulez me critiquer? Très bien. Vous voulez remettre en question mes décisions commerciales ou mes qualifications? Allez-y. Mais Emma a gagné sa réputation par son talent, son intégrité et son travail acharné. Quiconque suggère le contraire et soit ignorant, soit malveillant. Eh bien, dit Barbara, visiblement décontenancée par la confrontation. Je n'avais certainement pas l'intention d'insinuer, si, vous l'aviez, interrompit David. Barbara, je vous connais depuis 15 ans, et vous ne dites jamais rien que vous ne pensez pas. La question est de savoir si vous allez vous excuser pour une attaque sans fondement contre l'intégrité professionnelle d'une collègue. La petite foule qui s'était rassemblée pendant la confrontation attendait dans un silence tendu. Barbara regarda autour d'elle, réalisant clairement qu'elle avait dépassé les bornes devant des témoins qui n'hésiteraient pas à rapporter son comportement. Bien sûr, ai-je mal parlé. Mademoiselle Larson, je m'excuse si mes commentaires ont semblé minimiser vos réalisations professionnelles. C'était une excuse à contre-cœur au mieux, mais Emma l'accepta gracieusement. Merci, Madame Langston. Je l'apprécie. Barbara se retira, mais la rencontre avait secoué Emma plus qu'elle ne voulait l'admettre. Alors que la foule se dispersait et que les conversations reprenaient, elle s'excusa pour trouver un coin tranquille pour se ressaisir. Elle se retrouva dans une alcôve relativement isolée près de l'aile égyptienne, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Malgré toute la couverture positive, malgré le succès de son article dans The Atlantic, il y avait encore des gens qui ne la voyaient que comme une croqueuse de diamants qui avait eu de la chance. Emma, Abigail Foster apparut à ses côtés, l'air inquiète. J'ai vu ce qui s'est passé avec Barbara Langston. Ça va? Ça va, dit Emma automatiquement, puis soupira. Non, en fait, ça ne va pas, Abigail. Est-ce que ça devient plus facile un jour? L'examen constant, l'hypothèse que tout ce que j'accomplis est en quelque sorte lié à l'influence de Julian? Abigail resta silencieuse un moment, étudiant le visage d'Emma. Puis-je te dire quelque chose sur pourquoi j'ai vraiment organisé cette rencontre entre toi et Julian? Emma leva les yeux, surprise. Je pensais qu'on avait couvert ça. Tu nous as vus interagir au café, et tu as décidé de jouer les marieuses. C'est une partie de l'histoire, mais pas tout. Abigail jeta un coup d'œil autour pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Emma, j'ai vu Julian lutter avec ce problème précis pendant des années. Chaque femme qu'il fréquentait était soit après son argent, soit si riche elle-même que la relation ressemblait à une fusion commerciale. Il avait commencé à croire qu'une connexion authentique était impossible pour quelqu'un dans sa position. Et tu pensais que je serais différente parce que j'étais fauchée? Je pensais que tu serais différente à cause de la manière dont tu as réagi quand il t'a aidé au café. Tu l'as remercié, tu lui as souri, et tu es parti. Tu n'as pas demandé son nom, tu n'as pas essayé de prolonger l'interaction, tu n'as montré aucun intérêt pour qui il était ou ce qu'il pouvait faire pour toi. Tu l'as traité comme un inconnu aimable, pas comme une opportunité potentielle. Emma réfléchit à cela. Je n'avais aucune idée de qui il était, vraiment. Et Emma, au cours des 3 derniers mois depuis que vous êtes ensemble, as-tu déjà demandé à Julian d'utiliser son influence pour faire avancer ta carrière? As-tu déjà exploité votre relation pour un gain professionnel? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que malgré ce que Barbara Langston et d'autres comme elles veulent croire, tu as de l'intégrité. Tu as maintenu des frontières claires entre ta vie personnelle et professionnelle, même quand il aurait été plus facile de les brouiller. Mais les gens supposent toujours, les gens supposent ce qu'ils veulent supposer. Emma, tu ne peux pas contrôler les opinions des autres. Tu ne peux contrôler que tes propres actions. Abigail sourit. Et tes actions ont été exemplaires. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Julian apparut dans l'alcôve. Te voilà. J'étais inquiet quand tu as disparu. J'avais juste besoin d'un moment, dit Emma. Cette confrontation était plus intense que je ne l'attendais. Je suis désolé que tu aies eu à gérer ça. Barbara Langston est une présence toxique dans les médias new-yorkais depuis des années. En fait, dit Emma, redressant les épaules, je suis contente que ça soit arrivé parce que ça a clarifié quelque chose d'important pour moi. Quoi donc? J'ai été tellement concentré sur prouver que je mérite d'être avec toi, que je suis digne de l'acceptation de ta famille, que j'appartiens à ton monde. Mais ce n'est pas la bonne question. Julian et Abigail semblaient perplexes. La bonne question, continua Emma, est de savoir si ce monde, notre monde, celui que nous construisons ensemble, est digne de qui nous sommes quand nous sommes ensemble. Et je pense qu'il l'est. Elle regarda autour du musée les œuvres d'art inestimables, les invités élégamment vêtus, le théâtre social soigneusement orchestré de la haute société.
Tout cela est magnifique, et je suis reconnaissante d'en faire partie. Mais ce qui le rend significatif, ce n'est pas le luxe ou l'exclusivité. C'est l'opportunité d'utiliser le privilège de manière responsable, de tirer parti de l'accès pour un changement positif, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Julien sourit, et Emma vit de la fierté dans son expression. C'est exactement ce que j'espérais que tu réaliserais. Monsieur Foster, Mademoiselle Larson, un membre du personnel du musée apparut à l'entrée de l'alcôve, je suis désolé de vous interrompre, mais ils vont bientôt commencer la cérémonie de présentation. On a besoin de vous sur scène. Emma sembla confuse. Sur scène? Je ne fais partie d'aucune présentation. Abigail et Julien échangèrent un regard. En fait, dit Julien, l'air légèrement nerveux, si, Emma. Le musée annonce ce soir son nouveau programme de bourse en journalisme d'investigation. C'est un programme pour soutenir les journalistes travaillant sur des histoires concernant les institutions culturelles et leurs responsabilités sociales. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes la première récipiendaire, dit Abigail avec un sourire. La bourse s'accompagne d'une allocation de 100 000 $, d'un accès complet aux archives et ressources du musée, et d'un engagement à publier vos résultats dans une grande publication. Emma les fixa. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais postulé pour une bourse. Parce qu'elle n'existait pas avant le mois dernier, admit Julien. Le conseil du musée a été tellement impressionné par votre article dans The Atlantic qu'ils ont créé le programme spécifiquement pour soutenir un travail similaire. Julien, dis-moi s'il te plaît que tu n'as rien à voir avec ça. Je te jure que je n'ai eu aucune implication dans le processus de sélection. En fait, je n'en savais rien jusqu'à ce qu'ils appellent pour vérifier certaines informations de base. Le membre du personnel du musée tout sauta poliment. Je suis désolé, mais ils ont vraiment besoin de vous sur scène maintenant. Emma regarda Julien, puis Abigail, tous deux rayonnant de fierté et d'excitation. Ça arrive vraiment, confirma Julien. Et Emma, ça arrive parce que tu l'as mérité. Pas à cause de moi, pas à cause de notre relation, mais parce que tu es exactement le type de journaliste qu'ils veulent soutenir. Alors qu'ils se dirigeaient vers la zone de réception principale, Emma ressentit une vague de confiance qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. C'était une validation de l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses d'Amérique, une reconnaissance de son travail qui n'avait rien à voir avec sa vie amoureuse. La cérémonie de présentation était irréelle. Debout sur scène devant des centaines de New-Yorkais influents, acceptant une reconnaissance pour ses réalisations professionnelles plutôt que pour son statut social, Emma eut l'impression d'habiter enfin la vie qu'elle avait toujours voulu mais n'avait jamais osé imaginer. Cette bourse représente tout ce que je crois sur le pouvoir du journalisme, dit-elle dans le microphone, regardant la mère de visage, la responsabilité d'enquêter, de questionner, de tenir même nos institutions les plus chéries responsables de leurs idéaux les plus élevés. Elle aperçut Julien dans le public, son visage rayonnant de fierté, et ressentit une bouffée d'amour si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. Je suis honoré de faire partie de ce programme et excité de commencer à travailler sur ce que j'espère sera une contribution significative à notre compréhension des institutions culturelles dans la société américaine. Les applaudissements furent tonitruants. En quittant la scène, Emma fut immédiatement entourée de félicitations, de cartes de visite, de demandes d'interview et d'offres de collaboration. Pour la première fois depuis que sa relation avec Julien était devenue publique, l'attention professionnelle était entièrement séparée de l'intérêt personnel. « Comment te sens-tu » Sarah Thompson apparut à ses côtés avec un sourire satisfait. « À être célébré pour ton esprit plutôt que pour ta vie amoureuse. »« Incroyable, » dit honnêtement Emma, comme si je pouvais enfin respirer. « Bien, parce que ce n'est que le début. Cette bourse va ouvrir des portes dont tu ignorais même l'existence. Et Emma, ce sont des portes que tu franchiras parce que tu as mérité le droit d'être là. » Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de réseautage, de célébration et d'excitation croissante pour le projet de bourse. Lorsqu'Emma et Julien rentrèrent enfin dans son Penthouse, son appartement étant devenu impraticable une fois que les paparazzi avaient découvert son adresse, Emma était épuisée mais exaltée. « Je suis fier de toi », dit Julien alors qu'il se tenait sur sa terrasse surplombant Central Park. « Pas seulement pour ce soir, mais pour la manière dont tu as géré tout cela ces 3 derniers mois. L'examen, les critiques, la pression pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es resté fidèle à toi-même à travers tout ça. Ce n'était pas facile, admit Emma. Il y a eu des moments où je voulais fuir tout cela. L'attention, les attentes, même venant de toi. Qu'est-ce qui a changé? Emma réfléchit à la question. J'ai réalisé que fuir signifierait abandonner la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je ne parle pas seulement de notre relation, bien que cela en fasse partie. Je parle de la vie que nous construisons ensemble, des opportunités que nous avons pour faire une réelle différence. Julien l'attira plus près. En parlant de la vie que nous construisons ensemble, quelque chose dans son ton fit lever les yeux d'Emma plus vivement. Julien, quoi? J'ai quelque chose pour toi.
Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur d'Emma s'arrêta. « Julian, avant que tu ne paniques, dit-il rapidement, ce n'est pas ce que tu penses. Ou plutôt, ce n'est pas encore ce que tu penses. » Il ouvrit la boîte pour révéler non pas une bague de fiançailles, mais une clé, ancienne, ornée, clairement vintage. C'est la clé de la maison dans les Hamptons, celle à côté du domaine de ma grand-mère. La nervosité de Julian était évidente maintenant. Je l'ai achetée le mois dernier, en pensant, en espérant, que peut-être tu voudrais y passer les étés avec moi comme un endroit qui est à nous. Pas à moi ou à toi, mais à nous. Emma fixa la clé, comprenant sa signification. Ce n'était pas seulement une question d'immobilier. C'était une question d'engagement, de construire une vie commune, de franchir la prochaine étape sans se précipiter dans le mariage avant qu'ils ne soient tous deux prêts. Julian, c'est magnifique, mais je ne peux pas te laisser m'acheter une maison. Tu ne me laisses rien t'acheter. Je te demande de partager quelque chose avec moi. Il y a une différence. Emma prit la clé, sentant son poids dans sa paume. Et mon indépendance, ma carrière? Je ne veux pas devenir quelqu'un qui orbite autour de ta vie. C'est exactement pourquoi j'ai acheté la maison. Elle a une aile séparée qui serait parfaite comme studio d'écriture, lumière naturelle, espace bibliothèque, intimité complète quand tu as besoin de travailler. Tu pourrais l'utiliser comme base pour tes recherches de bourse ou pour le livre dont Elisabeth a parlé. Tu écoutais cette conversation. J'écoute toujours quand les gens parlent de combien tu es brillante. Et Marie, sentant une partie de sa tension s'apaiser. Alors, c'est quoi, exactement? Une cérémonie d'engagement pour des gens trop pratiques pour des fiançailles? C'est moi qui dis que je t'aime, que je veux construire une vie avec toi, et que je suis assez confiant en ce que nous avons pour investir dans notre avenir commun. Julien s'arrêta. Et peut-être, si les choses continuent d'aller bien, il pourrait y avoir un autre type de clé dans un autre type de boîte dans un an ou deux. Juste une clé, pour l'instant. Juste une clé pour l'instant. Emma regarda la ville qui s'étendait sous eux, pensant au chemin qui les avait menés à ce moment. Il y a 6 mois, elle était une journaliste en difficulté qui ne pouvait pas payer son loyer. Ce soir, elle avait été honorée par l'une des institutions les plus prestigieuses d'Amérique et s'était vue offrir une clé pour un avenir commun avec un homme qu'elle aimait désespérément. Oui, dit-elle simplement. Oui à la maison. Oui à la vie commune. Oui à construire quelque chose ensemble qui est plus grand que ce que chacun de nous pourrait créer seul. Le sourire de Julian aurait pu illuminer la ville en dessous. Il la souleva dans ses bras, la faisant tourner sur la terrasse alors que les lumières de Manhattan scintillaient sous eux. « Je t'aime, Emma Larson », dit-il lorsqu'il la reposa enfin. « Je t'aime aussi, Julian Foster. Même si tu es complètement fou. Assez fou pour croire en une perfection accidentelle. Assez fou pour croire en un bonheur intentionnel. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, Emma réfléchit à tout ce qui avait changé depuis l'erreur parfaite d'Abigail qui les avait réunis. Ce qui avait commencé comme une tromperie était devenu le fondement d'une honnêteté complète. Ce qui avait débuté comme une transaction financière s'était transformé en un investissement émotionnel. Ce qui semblait être un décalage impossible s'était révélé être une complémentarité parfaite. La fiancée accidentelle était devenue une partenaire intentionnelle, prête à construire une vie qui honorait à la fois son indépendance et leur connexion. Et si parfois cette vie devait être vécue sous les yeux du public, avec tout l'examen et la pression que cela impliquait, au moins elle serait vécue authentiquement, avec intégrité et avec amour. 6 mois plus tard, lorsque Julian lui présenta une boîte différente contenant une promesse différente, la réponse d'Emma serait tout aussi simple et tout aussi certaine, oui à lui. Oui à eux. Oui à la vie belle, compliquée, parfaitement imparfaite qu'ils créaient ensemble. Mais c'est une autre histoire entièrement. Pour l'instant, il suffisait de se tenir sur une terrasse surplombant la ville où ils s'étaient trouvés, tenant la clé de leur avenir commun, et sachant que les meilleures erreurs mènent parfois aux choix les plus intentionnels.